Bienvenue à tous dans ce nouveau tuto Python. Alors, dans le chapitre précédent, nous avions parlé des valeurs entières. Vous l'avez compris, maintenant nous allons parler des valeurs flottantes et de leur manipulation au sein de votre langage favori. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par relancer notre atelier de développement, PyCharm, et je vais commencer par faire quelques manipulations dans l'interpréteur interactif. C'est plus rapide, ça me permet d'avoir des résultats instantanément. Et donc, par exemple, je peux déclarer une variable que je vais appeler price et qui vaudrait 10.99. Bon, si je demande le type de ma variable, effectivement, j'ai bien une variable flottante. Le nom du type, c'est float. Rappelez-vous, on avait vu qu'avec les types entiers, on pouvait éventuellement ajouter une information de typage sur la déclaration de vos variables. Il en va de même pour les flottants. Ici, je peux dire que mon price, c'est un flottant. Mais n'oubliez pas que c'est juste à titre informatif. Si vous faites des bêtises, il n'y aura pas de vérification qu'on soit cohérent avec un flottant. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, dans tous les cas, ici, je donne une information de typage. Ça peut aider à la compréhension d'un programme de fournir ce genre d'informations. Très bien. Alors à partir de là maintenant, il faut savoir que pour représenter un nombre flottant, vous avez en Python deux syntaxes possibles. Soit la notation traditionnelle, c'est celle que j'ai utilisée ici, avec une partie entière, un point et la partie décimale, mais vous pouvez aussi utiliser la notation dite exponentielle. Regardez, je vais faire value égale 1e moins 3. C'est-à-dire 1 et exposant moins 3. D'accord, si j'affiche mon value, vous allez bien entendu afficher 0.001. Je peux même m'amuser à mixer les syntaxes. Est-ce que 1 exposant moins 3 est équivalent à 0.001 ? Vous voyez, il nous dit bien, c'est bien la même valeur, c'est simplement qu'on a deux manières différentes de pouvoir la représenter. On avait vu aussi avec les entiers, on avait le caractère de groupage de digits. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais par exemple, ici, je pourrais avoir un price qui vaut 1 million et 1 centime. Ça marche très bien et j'ai même droit d'utiliser le caractère de groupage de digits sur la partie flottante. Regardez, ici, je mets 3 zéros, alors je vais y arriver, 3 zéros, 1 underscore et puis 001. Pourquoi pas ? Dans ce cas-là, si je print ce price, effectivement, j'ai bien la valeur considérée. Donc vous pouvez noter vos flottants avec la notation traditionnelle ou avec la notation exponentielle. Vous pouvez utiliser le caractère de groupage de digits pour aider à une meilleure perception de l'ordre de grandeur de la valeur que vous considérez. C'est très pratique. Et du coup, des fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des saisies au clavier. Et ces saisies, n'oubliez pas, elles seront typées sous forme de chaîne de caractères. Vous vous rappelez de la fonction input. Regardez ici, je vais faire str value. C'est égal à input. Veuillez saisir un prix, imaginons. Si on revient au niveau de l'aide en ligne de la fonction input, il suffit de placer la souris dessus et d'attendre quelques instants. Vous voyez, il vous dit ici qu'on s'apprête à lire une chaîne de caractères. C'est pour ça que ici j'ai rappelé que ma variable, voilà, c'était une chaîne de caractères. Maintenant, je vais pouvoir faire un value égal et je vais pouvoir faire un float de str value. Maintenant, si j'affiche, pourquoi pas ma value, j'aurais récupéré la valeur flottante. Regardez, je vais faire un x2. Normalement, on devrait avoir multiplié la valeur saisie par 2. Je teste. Voilà. 10.99 x 2, ça fait la valeur qui nous est affichée. C'est vrai que peut avoir des doutes sur l'obligation de transformer votre chaîne de caractères en un flottant, mais regardez, je préfère lever tout doute. Si jamais vous faites un x2 sur la chaîne de caractères, il ne va pas se passer tout à fait ce que vous aviez imaginé. Le mieux, c'est de voir la démonstration tourner. Je fais 10.99. Ce qui s'est passé, c'est que ma chaîne de caractères a été répétée 2 fois. Mais en aucun cas, il y a eu une opération arithmétique. D'accord, il y a simplement eu une duplication de la chaîne de caractères renseignée.
Donc c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'était multiplier par 2 la valeur numérique saisie. Il faut donc impérativement convertir votre chaîne de caractères en une valeur flottante. Et c'est vrai qu'arrivé à ce stade-là, on peut se poser une question. C'est est-ce que j'ai droit d'utiliser toutes les notations dans la saisie de mes valeurs flottantes? Regardez, on va tester. Le mieux, c'est un petit exemple. Si là, je fais 10.99, ça, on l'a testé tout à l'heure, on sait que ça marche. Alors attention, petite erreur de ma part, pour peu que j'affiche bien la nouvelle valeur numérique, bien entendu. Bon, donc je refais ce qu'on avait fait tout à l'heure. Effectivement, ça fonctionne. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je relance le même programme en saisissant un exposant -3? Vous avez vu, le programme est intelligent, il arrive effectivement à décoder ma valeur. Quelle que soit la valeur saisie, pour peu que la syntaxe soit cohérente, voilà, je vais prendre cette valeur-là, exposant -2. Effectivement, je récupère bien la bonne valeur. On peut même se poser des questions au cas où on utiliserait le caractère de groupage lors de la saisie. De groupage de digits, vous l'aurez compris. Ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Il a su lire mon flottant, même avec mon underscore, utilisé juste pour une meilleure perception de la valeur. Dans tous les cas, il a bien réussi à récupérer ma valeur. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez transformer vos chaînes de caractères en une valeur flottante. D'accord, ça c'est le type de destination vers lequel vous voulez aller. Nous, on voulait avoir une valeur typée float. Impeccable. Après, de manière un petit peu similaire à tout ce qu'on a pu voir sur les entiers, vous avez un certain nombre d'opérateurs qui vous sont proposés au niveau du langage. Le mieux, je ne vais pas tous les rappeler, on les avait déjà fait tourner dans le tuto précédent. Donc le mieux, c'est de revenir sur le site, cours.fr. Regardez, je reviens sur la section qui est dédiée à Python. Je vais ici sur le tuto et donc ici, je retrouve la page par rapport à la manipulation de nos valeurs flottantes. Donc vous retrouverez des exemples assez similaires à ce que je viens de faire tourner comme exemple. Mais ici, je rappelle les principaux opérateurs. Donc on a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Mais j'ai aussi le reste de la division entière, même si j'ai des valeurs flottantes. C'est un peu particulier, mais on peut l'invoquer. Et puis on a la puissance qui, elle, ne pose aucun problème. C'est la puissance même sur des valeurs flottante. Regardez, je reviens ici en mode interactif. Si je fais 1.2 exposant 2.3, ça calcule une valeur. On fait confiance au système, c'est la bonne valeur, n'en doutons point. D'accord, si je fais un 4 divisé par 3, ça me calcule la valeur en question. Voilà, si je veux éventuellement faire des soustractions ou autre, n'hésitez pas à utiliser les opérateurs qui vont bien. Donc très bien par rapport à ça. On a bien entendu tous les opérateurs de comparaison classiques. N'oubliez pas, la comparaison c'est égal. Je l'ai retapé tout à l'heure, il y a quelques instants, j'avais comparé une valeur en notation exponentielle avec la même valeur mais exprimée en notation décimale. On avait vu, ça marchait bien. On a l'opérateur de différence, point d'exclamation égal, et puis on a les opérateurs de comparaison classiques. Donc ça c'est très bien. Et puis n'oubliez pas non plus, vous avez les opérateurs combinés. Regardez, je fais value égale 10.1. Maintenant si je fais value plus égale 1.2, en gros ça va... Alors j'ai une petite bêtise quelque part. Oui, c'est rien du tout, je ne l'avais pas vu, mais j'ai tapé un blanc à ce niveau-là. D'accord, donc il me le dit clairement, il me dit mon indentation n'est pas correcte. On reviendra sur ces règles d'indentation dans un futur tuto, mais actuellement, là, il faut vraiment que je sois collé à partir du premier caractère. Donc autant pour moi, une fois qu'on a compris, on corrige. Et donc, ma valeur à l'origine, pour rappel, elle valait 10.1, j'y ai rajouté 1.2, donc normalement, si tout se passe bien, j'ai bien la valeur qui est là. Alors, vous pourriez vous dire, oui, mais pourquoi là, il a quelque chose qui s'exprime mal? Ça, c'est par rapport à la manière dont sont stockés les flottants en mémoire. Et donc, il a 11.3, mais en vérité, il a mémorisé 9,9999. Il y a un petit problème là sur la représentation, mais bon,
grosso modo, c'est 11.3. On fait confiance à, si on arrondit, on a bien la valeur en question. Donc ça, c'est par rapport à la manière dont il gère les flottants en mémoire. Mais l'opérateur plus égal, en tout cas, a parfaitement fonctionné. Bon, ben, si je reviens sur le site, vous avez ici la liste des opérateurs supportés. D'accord, je peux le faire sur une addition, mais je peux aussi avoir le moins égal, le multiplié égal, le puissance égale ou le divisé égal. D'accord, je veux que la valeur value, pourquoi pas, elle vaut 3.1415.926.54. Vous aurez compris, c'est la valeur de pi. Et maintenant, je veux multiplier value par 2. Mais je veux stocker au final, dans value, le résultat. Bon, ben, si je fais un value fois égale 2, ben, j'ai 2 fois pi maintenant dans ma variable. Alors notez, hein, là vu que je travaille là sur la valeur de pi, notez que bien entendu des valeurs de ce type-là, il y en a tout plein dans les différentes librairies Python. Si j'importe le module math, on reviendra sur ce module plus tard, mais je vais faire ici une petite manipulation. Et bien comme vous le constatez, sur ce module math, j'ai une variable, c'est la variable pi. D'accord, ça vous évite à avoir à la taper à la main. Moi, tout à l'heure, j'avais fait une petite approximation. Disons que là, il est un petit peu plus précis que moi. Et c'est aussi une approximation, mais un petit peu plus fine. Bon, ben, dans tous les cas, j'ai ici une constante, une valeur qui est une valeur flottante. En vérité, ce n'est pas vraiment une constante. Hein. Vous pourriez faire une grosse bêtise, le faites pas, hein, mais vous pourriez casser pi. Mais c'est pas recommandé. Hein. Bon, c'est pas très grave, mais notez qu'il y a d'autres valeurs flottantes hein, dans cette librairie math. Si vous voulez la constante de Neper là, pour les logarithmes népériens, bah, si vous faites un math.e, bah, vous avez la valeur en question. Voilà, donc il y a quelques flottants qui se cachent comme ça dans la librairie Python. Vous avez d'ailleurs un certain niveau de précision à ce niveau-là. Bon, bah, très bien, hein, vous avez ici quelques fonctions. Notez après aussi, ce qui peut être pratique, des fois, c'est formater des valeurs. Par exemple, là, je vais redémarrer, parce que j'ai cassé mon pi, c'est peut-être dommage. Voilà, très bien. Et je réimporte math. Voilà, donc si j'affiche math.pi, voilà la valeur que j'ai actuellement. Maintenant, si je voulais afficher la valeur de pi avec 2 digits après la virgule, et pas tout le reste. Bon, bah, on pourrait imaginer qu'on fait une chaîne de caractères qui soit égale à une chaîne formatée. Ici, je vais mettre anti/u 0, 3, C, 0. On reviendra sur ça plus tard, mais ça, c'est la représentation en Unicode du caractère pi. Pourquoi pas? Vous me faites confiance. Je vais mettre un égal, et là, bah, je veux injecter ma valeur de pi. Alors, je pourrais faire ça, tel quel, mais dans ce cas-là, je n'ai pas besoin d'avoir une valeur formatée. Hein. Si je fais ça, alors j'ai fait une petite bêtise dans un coin, il faut que je la trouve. Ah oui, et bien entendu, dans ce cas-là, il faut que je convertisse. Autant pour moi, c'est normal, il a raison. C'est très bien que j'ai fait l'erreur, mais d'ailleurs, j'ai fait 2 erreurs. Au passage, notez que j'aurais fait 2 erreurs si j'avais laissé la ligne telle que tout à l'heure. C'est que pi déjà était déclaré dans le module math, mais même si je l'avais bien tapé comme ça, j'avais une autre erreur, c'est qu'il faut que je concatène ici une chaîne de caractères à quelque chose qui n'est pas une chaîne de caractères. Donc je suis obligé ici de transformer ma valeur en une chaîne de caractères. Si j'affiche S, bon ben voilà la chaîne que j'ai générée. On est d'accord, le problème c'est que j'ai toujours pas 2 digits après la virgule. Donc moi je ne vous recommande pas cette solution-là. Même si elle marcherait, on la voit assez fréquemment, mais je ne vous la recommande pas. Moi, ce que je vous propose d'utiliser, c'est donc la chaîne formatée que j'avais commencé à taper il y a quelques instants. Et dans cette chaîne formatée, ben, je vais avoir un point d'injection. Mon point d'injection, il s'introduit via une paire d'accolades. Et là, je vais mettre la variable que je cherche à injecter, à savoir math.pi. Ben, si je fais un print de S, regardez, j'ai ma valeur qui a été injectée. On voit que, pour le moment, c'est un peu plus simple que ce que j'avais fait là. En tout cas, il y a moins de caractères à taper. Mais là où c'est très fort, cette histoire-là, c'est que maintenant, je peux utiliser le format à proprement parler. Le F, là, c'était pour chaîne formatée. Pour le moment, j'ai juste injecté une donnée sans la formater. Maintenant, je peux dire ici que je veux formater ça avec 2 digits après la virgule. Oups là, excusez-moi. Avec 2 digits après la virgule. Et je lui rappelle que c'est un nombre flottant.
D'accord? Ça, c'est mon format. Ce qu'il y a à la droite du 2 points, je cherche à formater cette chose-là avec 2 digits après la virgule en tant que flottant. Si je fais un print de S, regardez, je n'ai plus que 2 digits après la virgule. Donc notez qu'on a des possibilités de ce type-là qui vous permettraient, pourquoi pas, d'arrondir vos valeurs. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, j'ai arrondi au niveau de l'affichage, mais je n'ai pas arrondi la valeur. La valeur de pi reste la valeur d'origine. D'accord? J'aurais pu faire autrement, j'aurais pi faire un pi2 qui est égal à un round. Round, c'est une fonction qui permet normalement d'arrondir. Si je fais un round de mat.pi, dans pi2, j'ai calculé quoi? Comme j'ai arrondi pi2, excusez-moi, à 0 chiffre après la virgule, je me retrouve avec 3. Mais j'aurais pu lui demander d'arrondir et de lui dire ici à 2 chiffres après la virgule. Dans ce cas-là, dans pi2, j'ai ça. Mais là, vous voyez, j'ai calculé une nouvelle valeur. J'ai une valeur qui est beaucoup moins précise vu que j'ai arrondi ma valeur. Éventuellement, gardez la valeur d'origine, comme ça, elle est suffisamment précise pour vos calculs. Après, lors de vos affichages, éventuellement, utilisez plutôt un formatage de ce type-là en réduisant le nombre de digits affichés. Ce sera certainement un petit peu plus sympathique. Bon, et puis c'est très bien que je vous ai montré ça parce que ça m'a permis de vous montrer qu'il y a des fonctions qui permettent de manipuler des valeurs flottantes. D'accord, il y en a plein, des fonctions. Par exemple, de base, vous avez max. Si je fais un max de 2.3 et de 1.7, c'est qui le maximum des deux valeurs? C'est 2.3. Dans le même ordre d'idée, j'aurai la fonction min, qui me permet de calculer un minimum. Bon, on vient de voir, on a aussi la fonction round, qui permet de faire un arrondi au plus proche. Vous l'aurez compris, si je fais un arrondi de 2.3, il va m'arrondir ça à 2. Si je fais un arrondi à 2.8, comme il va être au plus proche, il va me mettre 3. Maintenant, je peux faire un arrondi à 2 chiffres après la virgule en mettant ici le nombre de digits que je veux considérer. Donc round, min, max, ce sont par exemple des fonctions qu'on peut utiliser avec des valeurs flottantes. Tant qu'on y est, je vous ai parlé du module math. Il y a quelques instants, j'avais fait import math, c'est pour charger le module math. Là, des fonctions qui s'appliquent sur des flottants, il y en a vraiment un très très grand paquet. Regardez, je vais faire un dir de math. Ici, j'ai plein de fonctions qui me permettent de faire des calculs mathématiques. Tiens, pourquoi pas, si un jour vous avez besoin de faire des calculs trigonométriques, vous pourriez utiliser la fonction math.cos, vous envoyez une valeur quelconque, voilà, je sais pas, 1, et il va vous calculer le cosinus de 1. D'accord? Il accepte en paramètre un flottant, il calcule en sortie un autre flottant. Attention à ces fonctions mathématiques, d'accord, elles veulent des valeurs flottantes. Si jamais vous passez des valeurs qui ne sont pas numériques, alors flottantes pas forcément, mais en tout cas elles veulent des valeurs numériques. Si vous passez ici une chaîne Toto, vous aurez un problème de typage. Là on a eu un type error, il vous dit non, moi ce que je veux c'est un nombre. D'accord, flottant si possible, pas une chaîne de caractères. Donc effectivement, ces fonctions vérifient quand même les données qui arrivent en entrée. Et si les données que vous fournissez en entrée ne sont pas cohérentes, vous aurez des erreurs qui seront produites. Ici, si je fais un math.cos de 1.2, c'est correct, j'ai bien passé une valeur adéquate. Bon, vous avez tout plein de fonctions dans le module mathématique qui s'appliquent elles aussi à des valeurs flottante. Allez, j'en fais une dernière. On peut calculer la racine carrée de 4.5. On fera confiance au système. La racine carrée de 4.5, c'est 2.12, 13 et des brouettes. Il y a quelques digits qui vous sont proposés derrière la virgule. Bon, il y aurait plein d'autres fonctions dont on pourrait parler. On en verra au fil des futurs tutos. On connaîtra de plus en plus de choses et on devrait être de plus en plus à l'aise dans la manipulation de toutes ces fonctions. Bon, dans tous les cas, voilà qui clôt ce que je peux vous dire sur ces nombres flottants. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Il va falloir un petit peu s'entraîner. Donc éventuellement, refaites les manips que je vous ai proposées. Mais si vous revenez sur mon site,
bah, vous avez quelques petits travaux pratiques. Voilà, donc ici je vous rappelle les liens qui peuvent exister entre des degrés Fahrenheit et des degrés Celsius. Voilà, bah, je vous propose d'écrire ici des programmes qui permettent de convertir d'un format de température vers un autre format, hein, pourquoi pas des degrés Fahrenheit en degrés Celsius. Bah, débrouillez-vous de me faire les petits calculs qui vont bien. Là, je vous ai mis les formules mathématiques à appliquer. Bien entendu, on se doute que tout ça, ça va produire des valeurs flottantes, hein, 9 divisé par 5. Voilà, on se doute bien qu'on va vite partir sur des flottants, et à partir de là, essayez de m'écrire le petit programme qui est ici. Toujours pareil, hein, essayez de faire mes exercices sans trop regarder les corrections dans un premier temps, et puis si vraiment vous séchez, éventuellement, allez voir les corrections. Bon courage pour ces petits TP, voilà, j'espère que le tuto vous a plu et qu'il vous a appris plein de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à me faire des partages de la vidéo, ça m'aide énormément à faire connaître le tuto. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Dans le prochain tuto, on va parler des chaînes de caractères. On a commencé déjà un petit peu à jouer depuis déjà pas mal de temps avec ces chaînes. Mais on va essayer de continuer à parfaire nos connaissances et à apprendre tout plein de petites nouveautés sur ces fameuses chaînes de caractères. Donc je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Bye!